Je suis mon propre ingénieur en même temps. Je suis en train de jongler. Hop, Bah, c'est souvent ça, hein, ceux qui se lancent dans les c'est chaînes ça. YouTube et tout ça. Vous êtes courageux. Bah, c'est souvent ça, hein, ceux qui se Eh lancent dans ben, les chaînes parfait. J'ai le retour son, ça marche, il n'y a pas de décalage. Je pense qu'on peut se Ouais, lancer du coup. nickel. Parfait. Donc du coup, bonjour aux personnes qui nous rejoignent sur notre live, donc consacré aux troubles psychiques chez les soignants et les soignantes, pour lever un peu le tabou, casser un peu les idées reçues, puis expliquer pas mal de choses autour de tous ces sujets-là. On va dérouler ça tranquillement tout au long de ce live. Donc on accueille aujourd'hui du coup Cécile Glaser, qui est infirmière en psychiatrie et père aidante, et Philippine Rodier, qui est étudiante en pharmacie et père aidante également. Je vous laisse toutes les deux faire une petite présentation, expliquer un peu qu'est-ce qui vous a amené à participer, c'est quoi un peu votre parcours, voilà. Je vous laisse libre. Tu veux commencer, Philippine? Comme je... Bon, moi je suis Cécile, donc je suis infirmière en psychiatrie depuis de nombreuses années. Et j'ai la chance aussi de souffrir d'un trouble psychique qui a été invalidant un certain nombre d'années dans ma vie personnelle et dans ma carrière. Et j'ai été intéressée par le live tel qu'il était annoncé par la chaîne parce que effectivement c'est une problématique dont on parle très peu, déjà de la maladie des soignants de manière générale. L'image du soignant, c'est quand même souvent un peu le super-héros, hein, c'est dit depuis un an. Donc forcément, on ne doit pas faillir et on doit être parfait. Et la question de la maladie psychique, là, pour le coup, c'est quelque chose qui a quand même pas beaucoup sa place dans le monde médical. Et, ce sur quoi peut-être on reviendra et que je trouve assez intéressant, c'est la façon dont finalement le regard porté par les soignants sur les troubles psy. On sait maintenant que les représentations sont exactement les mêmes qu'en population générale, voire même parfois beaucoup plus pessimistes sur le devenir. Donc moi, dans ma propre expérience personnelle, j'ai pas été épargnée. Hein, donc au-delà de la stigmatisation, déjà, ce dont il faut se défaire en tant que soignant, donc le fameux soignant super-héros qui ne doit pas Mm. faillir, c'est aussi l'autostigmatisation, c'est-à-dire le regard qu'on porte sur soi et sur ses compétences professionnelles au regard justement de sa maladie, ses maladies, quelles qu'elles soient. Donc voilà. Donc, bon. Et par ailleurs, mon retour au travail n'a pas été une affaire très simple pour surmonter tous ces obstacles. Et c'est vrai qu'en psychiatrie, on entend souvent parler de côté de la barrière. On est soit d'un Mm. côté de la barrière, soit de l'autre. Et ce qui serait bien, c'est qu'il n'y ait plus de barrière. C'est ça. Donc, je m'appelle Philippine, j'ai 23 ans, je suis sur Montpellier, donc je suis étudiante en pharmacie. Je suis malade depuis 2013 et donc j'ai réussi, je pense, à surpasser tout ça et en faire quelque chose de bien depuis quelques années. Donc je m'estime sur la voie du rétablissement. Je pense qu'il y a encore des choses à faire de mon côté parce que déjà j'ai plusieurs diagnostics médicaux, donc c'est compliqué de démêler de ce qui est la maladie et de ce qui est moi en fait. Mhm. Donc c'est un apprentissage de tous les jours. Mais je me suis lancée dans la pérédance et je me suis formée dans la pérédance pour pas que toute cette souffrance que j'ai connue finisse dans l'oubli en fait. J'avais besoin d'aider les autres et d'aider les autres d'une autre manière que par mes études et que par ce rôle de soignante. J'avais besoin que mon expérience serve à quelque chose. Et donc j'ai fait ce DU et j'ai continué en parallèle mes études. Donc là, j'espère bientôt finir mes études. Et j'ai été, je suis
le travail du Raptor Neuropsy depuis quelques mois, je crois. Et j'aimais beaucoup. Et quand j'ai vu cet appel, ça m'a beaucoup parlé. Ce sujet dont on parle si peu. Et je pense qu'il y a toute sa place dans une discussion sur la santé mentale. Parce que effectivement, les soignants sont des personnes comme les autres. Et et de ce fait, elles peuvent souffrir d'une pathologie psychique. Donc voilà, c'était histoire d'aider et histoire de partager l'expérience et mon expérience surtout. Ok. Ben, du coup, je vous remercie toutes les deux pour votre participation. En plus, vous avez été très rapide à répondre quand on a lancé l'appel. On sentait une motivation très forte pour participer, donc ça fait plaisir. Parce que c'est grâce à vous que le live va pouvoir vivre aussi ce soir. Là, on a une quinzaine de personnes qui nous ont rejoints là, dans 5 minutes. Du coup, je me présente aussi pour les personnes qui arriveraient sans forcément connaître les travaux qu'on fait. Donc moi, du coup, je suis Mathieu, donc j'ai 27 ans, je suis psychologue spécialisé en neuropsychologie. Je travaille maintenant depuis presque 4 ans. Et du coup, je mène ce projet avec des collègues et des étudiantes à moi de vulgarisation en fait de la psychiatrie, de la psychologie. Et étant moi-même touché du coup par les troubles psychiques, j'aime bien avoir cet axe aussi de casser un peu les barrières. Et c'est pas juste le soignant, le soigné. Enfin, voilà, je vais pas redire ce qu'ont déjà dit nos deux invités, mais cette idée de pouvoir partager aussi le fait que le fait d'être soignant ne nous rend pas infaillibles à différents troubles, hein, que ce soit de l'ordre des troubles de l'humeur, comme les troubles bipolaires, la dépression, ça peut être des troubles anxieux, ça peut être des burn-out, on en entend souvent parler, surtout dans ce contexte aussi de crise sanitaire où le personnel peut être pas mal poussé à bout. Ça peut être aussi des troubles, par exemple des troubles de l'attention, comme le TDAH ou des choses comme ça. On aura peut-être un témoignage en attendant de voir si la personne peut nous rejoindre. En tout cas, voilà, l'idée c'était de pouvoir échanger tous ensemble et puis avec vos questions sur cette question de finalement être soignant, soignante, être dans le soin, que ce soit encore en études ou on va dire sur le terrain entre guillemets. Euh, et souffrir en parallèle d'un ou plusieurs troubles psychiques. Donc ça ouvre la porte à plein de questions, à qu'est-ce qu'on peut faire de cette expérience-là. Donc comme vous le disiez, Cécile et Philippine, donc il y a des formations qui permettent de travailler là-dessus, ce qu'on appelle la pérédance. Euh, du coup, c'est l'idée aussi de qu'est-ce qu'on en fait dans notre pratique et puis comment est-ce que on arrive à surmonter cette question de la stigmatisation par les autres et l'autostigmatisation qui est finalement assez importante, d'autant plus dans certaines maladies comme par exemple justement la dépression où déjà de base on va se dévaloriser par exemple. Donc voilà, on est tous réunis ici pour parler de ces thèmes malheureusement d'actualité, mais pour peut-être avancer un peu tous ensemble sur cette discussion. Donc je vais regarder déjà dans le chat. Alors. Eh ben, bonjour du coup aux premières personnes qui commentent, donc Mamika64, Adelmire. On a Marjorie qui nous prévient que notre collègue va arriver dans 5 minutes. Voilà, on a l'information, tout va bien. Et bonsoir Laura Val également, vous êtes une vingtaine à nous suivre. Euh, donc on n'a pas forcément de ligne directrice, on a dit qu'on se laisserait aussi un peu porter par vos questions, donc n'hésitez pas à nous interrompre hein, dans le chat, vous qui nous suivez. Euh, donc on peut commencer peut-être un peu par témoigner. Là, on parlait de la question peut-être de la stigmatisation. Est-ce que vous voulez un peu intervenir dessus, rebondir sur ces sujets-là par rapport à ce que vous avez vécu ou ce que vous avez entendu? Voilà, La stigmatisation dans les services de soins quand même par rapport aux troubles psy, enfin là encore une fois, moi j'ai parlé de professionnels avertis puisque moi je travaille en psychiatrie, donc j'imagine peut-être que dans des services de somatique, les choses ne seraient pas du tout parlées, mais pour le coup, en psychiatrie, je veux dire, c'est le quotidien d'être confronté à la maladie psychiatrique. Et, et c'est vrai que moi, je me suis rendu compte, après avoir recommencé à travailler à nouveau, de devoir me mettre un peu en retrait et en même temps me retrouver
dans des espèces de réflexes Mhm. qui sont censés nous protéger de la maladie des autres, en fait. Et ça, je trouve que parfois je me dis, si moi j'en suis encore là, je veux Mhm. dire, comment amener finalement les autres à réfléchir différemment par rapport à la considération de la maladie psychiatrique chez les soignants. Après, il y a aussi autre chose, et ça qui ont été vues dans plusieurs enquêtes, c'est que la maladie psychiatrique, il y en a beaucoup qui n'en parlent pas. C'est-à-dire qu'ils peuvent Mhm. souffrir d'une maladie psychiatrique et qui n'en parlent pas. Bien sûr. Et c'est pas pour autant que ça va mieux et qu'ils se sentent mieux dans le travail. Au contraire, la plupart du temps, je crois que c'est des personnes qui sont encore quelque part plus stigmatisées. Et puis surtout, moi, ça m'est arrivé dans une partie de mon histoire par rapport à mes troubles. C'est que, comment dire, c'est pas que je m'autorisais pas, enfin, c'est presque dans ces termes-là. C'est pas tellement que je voulais pas être comme les patients, que je voulais pas reconnaître mes symptômes, mais c'était comme si c'était pas possible qu'il m'arrive ce sur quoi moi j'avais la Mhm. mission d'aider les autres. C'est pas forcément négatif, c'est pas de dire ah non, mais moi je ne suis pas être comme eux, c'était de me dire mais c'est pas possible quoi, c'est moi qui dois les aider, donc moi ça peut pas m'arriver. Ok. Vécu l'idée un peu préconçue qu'avaient les gens, donc bah oui, la stigmatisation à la fac. Déjà, je sais que nous, par exemple, les cours de psychiatrie, c'est pas des psychiatres qui les font. Donc moi, ça m'a toujours étonnée, je comprenais pas parce que bah, j'étais déjà dans le système de soins, dans les soins de santé mentale. Et je me dis mais pourquoi pas un psychiatre, lui expert, et on nous fout un autre qui a des idées préconçues. Donc, c'est vrai que la façon dont c'est enseigné à la fac, je trouve que il peut y avoir mieux. Alors, est-ce que c'est parce que la fac n'a pas les moyens techniques ou les moyens financiers, enfin, que sais-je, je ne sais pas, mais est-ce que la fac n'a pas les moyens de faire quelque chose de bien et qu'elle fait avec ce qu'elle peut? Ou est-ce que c'est vraiment une idée que la santé mentale, c'est une partie moindre de la santé? Parce que certes, on en parle de la santé mentale, mais j'ai l'impression qu'on la minimise encore beaucoup. Et est-ce que, enfin, il y a beaucoup cette vision négative de la santé mentale, alors que je pense que rétabli d'un trouble psychique, on peut faire plein de choses, et même sans être rétabli d'un trouble psychique, on peut faire vraiment plein de choses, et on n'est pas forcément plus limité que les autres personnes, en fait. Mhm. Il y a peut-être aussi une histoire d'héritage de la Mm. psychiatrie telle qu'elle était avant. L'évolution n'est pas forcément connue du grand public, puis on n'est pas aidé par les médias, que ce soit le journalisme un peu sensationnel ou que ce soit simplement au cinéma avec toutes les images qu'on a sur la psychiatrie. Avant de poursuivre, je vais du coup dire bonjour à Mathieu qui nous a rejoint en cours de discussion du coup. Oui, bonjour. Désolé du retard, hein. Ah bah, J'ai quelques soucis là d'organisation. Je m'en excuse. y a pas de souci. Bah, du coup, je te laisse peut-être te présenter et puis expliquer pourquoi tu as voulu participer à ce live. C'est ce qu'on était en train de faire avant que tu arrives du coup. Ok, super. Du coup, ouais. Donc moi, je fais aussi partie du coup de soignants. Donc je suis psychologue spécialisé en neuropsychologie. Donc j'interviens auprès de différentes populations, mais notamment auprès d'enfants, adolescents, adultes qui présentent des troubles du neurodéveloppement, hein. Donc tout ce qui est troubles du spectre de l'autisme, troubles déficitaires de l'attention avec ou sans hyperactivité. Et c'est vrai que du coup, moi, je viens pour parler un peu de mon rôle à moi de psychologue qui intervient avec ces personnes-là, mais aussi du fait que moi aussi je présente du coup un trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité, d'où le fait que j'ai eu du mal à m'organiser pour arriver à l'heure aujourd'hui. Voilà, un bel exemple. Donc voilà, donc moi en fait l'idée c'est que
voilà, quand j'ai été confronté à ce trouble, c'est vrai que c'est des choses qu'on on sait pas, enfin, du moins quand j'étais plus jeune, on n'en parlait pas forcément, donc c'est vrai que j'ai toujours eu une scolarité un peu bof bof, c'était toujours un peu délicat au niveau voilà, de concentration, organisation, et donc du coup, finalement, c'est vrai que c'est un peu par hasard que les choses se sont un peu éclairées pour ma part, parce que quand à la fac, on a commencé à avoir des cours justement sur le TDAH, sur les fonctions cognitives impliquées dans ce trouble. Donc même pour le coup, je m'étais aussi dit, moi en tant qu'étudiant, si je fais ces études-là, ces études de psychologie, je ne suis pas censé présenter non plus de troubles tels qu'on les présente. On se doit quand même d'être même enfin, si on est étudiant professionnel de devenir, on ne peut pas forcément avoir des troubles, puisque avoir des troubles, c'est pas bien vu, c'est pas. Enfin voilà, c'était des choses qui sont un peu compliquées. Donc voilà, moi j'avais fait un stage effectivement dans une unité qui était spécialisée dans le TDAH et je présentais comme ça des difficultés d'organisation, des difficultés de planification, des difficultés attentionnelles. Et on me les a dites, hein, sans forcément me dire tu as peut-être un TDAH, je voudrais peut-être le questionner. Non, on m'avait juste renvoyé à la tronche mes difficultés. Donc du coup, moi, sur le coup, j'étais là en mode ok, j'étais en L3, je me suis dit bon, je vais arrêter psycho, ça sert à rien, je dois être complètement nul, je suis pas du tout fait pour ça, ça me correspond pas, c'est pas possible. Et puis bon, après, finalement, j'ai réussi à trouver d'autres tuteurs qui étaient plus bienveillants, qui ont su prendre un peu ce profil. Mais bon, finalement, derrière tout ça, voilà, j'avais pas forcément de réponse non plus. Et donc, ça, à un moment donné, bon, quand j'ai rencontré plutôt ma compagne actuelle qui m'a dit, du coup, il faudrait peut-être que tu ailles quand même voir par rapport à voilà, ces difficultés-là. Donc, je suis allé consulter. Et puis, effectivement, sans surprise, le fonctionnement a été mis en lumière. Donc du coup là, c'est assez frais. Hein. C'est quelque chose qui m'a été, on va dire entre guillemets, diagnostiqué l'année dernière. Et c'est des choses que j'ai toujours eu en fait. Et finalement, voilà, l'idée c'est aussi de se dire que on n'est pas effectivement, on n'est pas qu'un trouble. On a on a aussi des qualités. On est des êtres humains. On peut être un professionnel et avoir des difficultés de cet ordre-là. Et je trouve que c'est quand même une force pour accompagner certaines personnes. Ça nous permet aussi d'être un peu plus empathique et de plus se mettre à la place de ces personnes-là en fait. C'est un peu au final la notion de savoir expérientiel, quoi. Enfin, Ouais. vous connaissez, je pense, mieux que moi, nos deux invités. La question, voilà, d'avoir le savoir, l'expérience d'avoir vécu la maladie et du coup de pouvoir transmettre ça aux autres et de pouvoir utiliser ça dans sa pratique. Et moi, je trouve que c'est quelque chose de génial et qui aide beaucoup mieux, effectivement, à se mettre à la place des personnes. Ça nous délégitime pas, au contraire, ça nous donne pour moi, ça nous donne plutôt un plus et un peu une autre façon de voir les choses. Je regarde un peu dans le chat parce on a eu deux, trois interventions. Euh, bonjour aux personnes qui nous ont rejoints. Donc il y a Mamika64 qui demande à votre retour au travail, est-ce que vous en avez parlé à votre équipe? Donc c'est peut-être pour vous, Cécile, cette question par rapport à ce que vous disiez. Moi, je ne suis pas retournée au travail dans l'équipe que j'avais quittée. Donc la question ne s'est pas posée dans ce sens-là. L'équipe dans laquelle, quand je suis retournée travailler, avec laquelle j'ai travaillé, en tout cas, le chef de service et l'encadrement étaient au courant de mes difficultés. Après, moi, comme j'ai toujours dit, c'est vrai qu'il y a une part de savoir expérientiel, ça qui est réel, hein, je veux dire, moi, notamment par rapport à la question des hospitalisations, je pense que tant qu'on n'a pas été hospitalisé, on ne peut pas comprendre ce que c'est. Pourtant, je savais ce que c'était en tant qu'infirmière d'avoir vu des patients hospitalisés, mais le jour où c'est soi-même qui se retrouve hospitalisé dans les conditions qu'on connaît en psychiatrie, c'est assez troublant. C'est pas tellement le fait de se retrouver de l'autre côté de la barrière, mais c'est que ce que certains patients avaient pu dire, ça résonne quand même sacrément différemment, quoi. Donc, enfin, je suis tout à fait d'accord avec le savoir expérientiel, mais pour moi, ce qui était important, c'est de légitimer le fait que j'avais toutes mes compétences et mon savoir en tant qu'infirmière et que je ne voulais pas mettre en avant que le fait de souffrir d'un trouble psy me donnait d'autant plus de légitimité à. Pour moi, ma légitimité, elle est par rapport à ma formation, elle est par rapport à mon parcours
professionnel, ma foi, qui a été reconnu, enfin voilà, qui a été évalué aussi, donc qui existe. Et c'est vraiment là-dessus que j'ai cherché à revenir avant tout. Et ensuite, le reste suit. Mais je ne voulais pas revenir au travail comme l'infirmière malade qui revient au travail, quoi. Mais comme je rejoignais notre équipe, donc comme une infirmière qui a des compétences qu'on attend, voilà, et qui va rejoindre notre équipe avec ma foi, qui aidait aussi. Mais ça reste quelque chose de délicat, hein, parce que la question, j'imagine, qui est posée, c'est pour savoir comment ça se passe. Il ne faut pas rêver, ça reste quelque chose de délicat, qui n'est pas simple. Moi, j'ai pris la parole plusieurs fois par d'autres médias, là encore aujourd'hui, pour en parler plus facilement. Après, c'est pas la même fluidité avec les personnes avec lesquelles je travaille quotidiennement. Ok. Alors juste, il y a votre caméra qui a freeze comme tout à l'heure quand on a testé. Bon, je vous laisse revenir, ça va remarcher tranquillement. Ça remarche parfaitement, donc on a la bonne méthode. Ouais. Alors, j'ai du mal à suivre parce qu'il y a beaucoup de commentaires dans le chat. Merci du coup à toutes les personnes qui nous suivent. Euh, donc on a par exemple Laura Val qui nous dit qu'elle est en licence de psychologie, qu'elle constate que beaucoup d'étudiants semblent souffrir de troubles psy. Bon, surtout en ce moment, je pense que le statut d'étudiant doit pas aider vu le contexte qu'on connaît tous. Et du coup, dit que bah, finalement, après le travail qu'elle a pu faire, thérapeutique, etc., elle se sent capable de faire ses études, de pouvoir aider les autres, etc. Donc effectivement, c'est bien de pouvoir constater que c'est pas du tout un frein. Alors, par contre, je suis parfaitement d'accord avec ce que vous disiez, Cécile, l'aspect, comment dire, moi quand j'entends que ça nous donne un plus, je veux dire un plus dans la vision qu'on a des choses, mais en soi, on a des compétences, un diplôme, une formation, et en fait, si on est reconnu déjà juste pour ça, pour moi, c'est suffisant, c'est ce qui fait notre métier. On a eu d'autres questions derrière. Ah, bah, c'est toujours Mamika64 qui parle de la différence aussi entre des troubles psy qui se sont déclarés après avoir été dans son parcours professionnel ou qui ont guidé plutôt le choix de formation. Alors ça, je pense que ça dépend évidemment de chacun. Il y en a qui vont peut-être présenter quelque chose et vont se dire, bah, moi j'ai envie de pouvoir aider les personnes qui. Et puis il y en a d'autres à qui ça va arriver parce que il y a des maladies qui se déclenchent à 25 ans et du coup, bah, ça va arriver alors qu'ils seront déjà professionnels. Ça, je pense que la question dépend évidemment de chacun. Anna qui nous dit que ça permet de démystifier aussi le statut de psy. Euh, Et je trouve que la remarque est très pertinente aussi. On a Dame Ruby qui nous dit que les psys doivent souvent se justifier alors qu'un pneumologue atteint d'asthme ou un endocrinologue diabétique peuvent parler librement de leurs soucis. Et effectivement, enfin, si on peut être pneumologue et fumer ou avoir de l'asthme, on peut aussi être psychologue ou psychiatre et avoir une maladie psy. C'est comme ça, on choisit pas. Le pneumologue, c'est bien choisi parce que si on a un pneumologue qui fume, considérons qu'une addiction, c'est aussi un problème, Oui, je suis pas sûre que les gens me regarderaient de la même façon. oui, c'est vrai. C'est vrai. Mm. Mm. Hop. Et bonsoir Vivi Boost 72 qui nous rejoint. Bah, merci pour ces premières paroles déjà. Je vais revenir aussi, parce qu'on en a vite fait parler pendant qu'on testait un peu tout ça. On avait fait une enquête du coup qu'on avait partagée sur les réseaux il y a peut-être 2 3 semaines déjà, sur la question de ben, être soignant, soignante et avoir un trouble psy. On a eu 84 réponses exactement. Et du coup, bah, c'est super intéressant. S'il y en a parmi vous qui sont dans nos spectateurs aujourd'hui, ben merci. Du coup, on a pu voir que effectivement, bah, c'est pas quelque chose de rare non plus. On a surtout tout ce qui est de l'ordre de la dépression et des troubles anxieux qui ressortent. Alors, à savoir qu'il y a des personnes qui ont signalé qu'aussi que la pandémie de Covid-19 avait majoré les troubles, mais certains qui avaient déjà ces troubles-là avant, pour lesquels ça n'a pas eu d'impact particulier. On a le burn-out qui ressort chez un tiers des personnes qui ont répondu. Après, il y a aussi toute la question voilà, de la charge de travail, de la reconnaissance du métier, de la fermeture des lits d'hôpitaux, des internes qui font 48 heures ou 70 heures par semaine ou je ne sais combien.
Donc je pense qu'il y a plein de C'est aussi soucis. actuel dans la mesure où là, même si c'est pas forcément c'est peut-être l'ordre de l'inconscient collectif, mais le fait par exemple qu'en ce moment on valorise beaucoup le travail on valorise, on met en avant plutôt par exemple par rapport au couvre-feu, c'est aller travailler, aller consommer. Et c'est vrai qu'en fait on reste on reste dans des domaines où finalement le travail garde cette place centrale et où on peut finalement aussi avoir cette image du travail qui reste très présent dans la tête, puisque finalement, il n'y a pas d'échappatoire social, on ne peut pas aller On peut pas au bar, couper, quoi. se décompresser, voilà. Donc en fait, finalement, là, moi-même, là, plutôt, c'est aussi perso. Hein. Finalement, c'est vrai que moi, je rentre le soir, en fait, vu que avant, j'aimais bien, voilà, je sortais, je voyais des posts, ça faisait penser à autre chose. Et là, c'est vrai qu'en ce moment, ça fait quelques mois où, en fait, je rentre et il n'y a que le boulot. Il n'y a que ça. Ah ouais, il faut que je repense au rendez-vous, il faut que je repense à ça, ah, faudrait que je lise cet article, ah, faudrait que je lise ce livre. Sauf qu'en fait, avant, c'était plus un plaisir, et là, ça devient pas l'ordre de l'addiction, mais ça devient presque un toc, où en fait, le truc, il est là, et on s'impose. On s'impose des trucs par rapport à ce travail, et finalement, il y a cette idée un peu de, ouais, burn-out, presque burn-out qui est présent, et c'est vrai que c'est assez épuisant. Ceci dit, la question du burn-out, je trouve ça intéressant parce que pour le coup, et chez les étudiants, on retrouve beaucoup chez les étudiants toutes les enquêtes qui ont été faites chez les étudiants en médecine, et on le retrouve aussi beaucoup chez les soignants. Il y a rarement un élan empathique des collègues vers celui qui est en burn-out, parce que celui qui est en burn-out, déjà, la plupart du temps, dans des services où les choses sont assez tendues, ça va être un qui ne va pas être là. Et puis, encore une fois, même entre nous, celui qui va être en burn-out, c'est celui qui n'est pas capable, en fait. Et donc, il y a, derrière le burn-out, il y a aussi toutes les représentations qu'il peut y avoir autour de la dépression, l'idée que l'autre il n'est pas capable, il est faible, il ne peut pas y arriver, et que de toute façon, la charge de travail sera bien trop importante. Donc, je trouve que la question du burn-out, en dehors même des autres maladies psychiatriques beaucoup plus constituées, rien que ça, dans les équipes, c'est quelque chose qui est très difficile à aborder et qui est rapidement stigmatisant. Oui, puis ce qui est assez fort aussi dans le burn-out, c'est qu'il y a cette idée de, finalement, effectivement, c'est un peu l'image que je donne souvent aux patients, c'est qu'en fait, il y a une surchauffe, et en fait, après, effectivement, se remettre comme avant, c'est impossible. Enfin, c'est vraiment compliqué. Et alors déjà pour ça, il y a déjà les gens, il faut déjà être dans une psychoéducation et dire c'est pas grave, c'est juste il y a une surchauffe, il s'est passé quelque chose. Là maintenant, il faut reprendre progressivement les choses pour reprendre le chemin petit à petit. Mais c'est vrai que derrière, il y a toute la pression de finalement quand on revient, dans l'inconscient, si on revient au travail, tout va bien. C'est que quand on revient au travail, c'est ok, on repart à zéro et on relance la machine. Alors, en fait, c'est pas ça. Par exemple, on va pas demander à quelqu'un qui s'est cassé le bras quand il revient, on va pas lui demander tapez tout de suite vos comptes rendus, non, on voit physiquement que voilà que c'est compliqué, que il est plus lent à écrire, donc voilà, on arrive à le voir. Mais c'est vrai que pour le burn-out, on se dit ouais, non, il va très bien, il n'y a qu'à reprendre comme avant, et c'est vrai qu'il y a cette méconnaissance, et c'est aussi, et je pense qu'après même les personnes qui peuvent être au départ empathiques, je pense qu'après très très rapidement il doit y avoir ces automatismes de pensée qui reviennent de il fait exprès, ou c'est pas possible, mais c'est pas possible, là tout physiquement on voit qu'il est, je sais pas, il rigole, il va bien, donc c'est pas possible. Et c'est vrai que c'est assez compliqué à vivre pour la personne qui revient en fait de cet épisode-là. Ça fait que lui renvoyer effectivement, comme vous dites, ces choses très négatives au niveau de l'estime personnelle, et qui finalement vont faire que aggraver la récupération progressive de tout ça. Tout à fait, alors que finalement, reprendre comme avant, c'est la porte ouverte à en faire un deuxième, un troisième, etc. Alors qu'il faut freiner, quoi. Enfin, moi, je suis passé par là il y a un peu plus de 2 ans maintenant, où vraiment, là, c'était... Pour revenir aussi sur ce que disait Philippine par rapport à la question du rétablissement, ça aussi, c'est des choses qui sont très peu parlées de manière générale, la professionnelle ou pas professionnelle. C'est que quand on souffre d'une maladie psychiatrique, il y a quand même tout un travail de rétablissement à faire
et qui est souvent pas tellement encore rentré dans les mœurs, même du côté de chez les professionnels. Et ce travail de rétablissement, justement, comme on dit, l'idée, c'est de reprendre le pouvoir sur soi et sur la maladie. Mais c'est quelque chose de très important. Enfin, ça me faisait repenser à la question de savoir si j'avais dit à mon équipe, etc., etc. Je pense qu'il y a tout un travail de soi à faire, et ça, c'est ce que Philippine a dit aussi tout à l'heure, c'est que il y a un moment où soi-même, il faut puisqu'on parlait de l'autostigmatisation, il faut qu'on se fasse confiance sur le fait de pouvoir, et de pouvoir aussi rassurer. En fait, c'est ça. Enfin, l'idée, c'est que c'est un donnant-donnant. C'est pas j'arrive, je suis malade, donc vous devez vous démerder avec moi qui suis malade. Non, c'est voilà, j'arrive, je suis rétablie. Enfin, alors à la limite, ça me concerne. Et c'est un travail de confiance mutuelle dans le fait soi-même peut-être de s'autoréguler, éventuellement de donner quelques éléments à ses collègues pour qu'ils puissent repérer certaines choses. Mais bon, je sais même pas. Enfin, je veux dire, le fait de souffrir d'une maladie psychiatrique en milieu professionnel, c'est en tant que soignant, je pense que c'est quelque chose qui a le droit d'exister, qui doit nous permettre d'exercer, mais c'est pas quelque chose qui doit être un poids supplémentaire pour les collègues, un poids supplémentaire pour nous, ou quelque chose qu'on voudrait faire valoir comme un plus. Enfin, je sais pas si je suis assez claire dans ce que je dis, mais parce que ça participe un peu de la stigmatisation permanente. Et puis après, si c'est nécessaire, il y a la possibilité aussi en tant que professionnel de revenir dans des postures un peu particulières de reconnaissance de travailleurs handicapés, là pour le coup, où c'est je veux dire, le droit qui nous permet de bénéficier de certaines choses. Mais au moins, on s'en remet au droit. Je ne pense pas qu'il faut faire peser ça non plus sur une équipe. Et je sais que ça avait été important pour moi parce que quand j'ai voulu à un moment retravailler de manière un peu prématurée, ce qui avait été renvoyé, c'est ça. C'est mais comment ne pas avoir peur et comment est-ce qu'on peut être sûr de pouvoir lui faire confiance, quoi. Avoir peur, c'était qu'elle aille mal, et comment on peut être sûr de lui faire confiance que ça va aller, puisque bon voilà, j'avais sûrement mis mes collègues dans des situations un peu compliquées, et notamment ces situations compliquées, c'est toujours par rapport au fait du repérage. Et quand on est soi-même soignant en psychiatrie, de dire mon Dieu, on n'a pas été capable de repérer certaines choses chez un collègue, ça facilite pas non plus le travail de confiance et le retour à la confiance. Enfin, je sais pas si je suis claire, mais je trouve que c'est important aussi. Exister, faire valoir, enfin les maladies elles existent, mais les faire valoir comme un plus ou quelque chose qui devrait peser sur l'autre, ça par contre je trouve que c'est pas une voie qui permettra que les choses soient facilitées pour les personnes qui souffrent de troubles psychiatriques. Moi, les choses, je les vois comme la complémentarité. Après, je suis pas dans le domaine du travail et tout. J'ai jamais travaillé vraiment. J'ai fait que des stages. Mais je vois mon expérience, mon rétablissement comme pour l'utiliser dans une future équipe, vraiment d'une façon complémentaire. Ce que j'ai appris, c'est vraiment des compétences. De par mon rétablissement, j'ai appris des choses. Ça fait maintenant partie de mes compétences. Et effectivement, ça va me rendre... peut-être que sur certaines choses, je serai plus empathique, mais sur d'autres moins, en fait. Donc, je pense que c'est juste j'ai fait balancer les choses d'une certaine manière. Et je pense que dans une équipe, quelle qu'elle soit, il faut apprendre à faire avec les qualités et les défauts des gens, en fait. Je sais pas si vous me suivez là sur le coup, mais... Ben, en fait, le truc, c'est que effectivement, une maladie... finalement, la maladie psychiatrique, quand on la découvre et tout ça, finalement, ça demande... ça rejoint un peu ce que vous dites toutes. C'est que finalement... il faut l'intégrer, et au bout d'un moment, ça devient aussi une facette de notre personnalité, en fait. Ça devient un peu une nouvelle, quelque chose qui intègre notre identité, et par quoi, justement, c'est sur quoi il y a un travail à faire dans un premier temps, un travail de donner du sens, une intégration, et que finalement, après, voilà, c'est aussi
va dire, une des pièces du puzzle qui nous constitue et qui finalement rentre en compte dans la relation à l'autre, dans la relation aux collègues, dans la relation aux patients. C'est aussi une pièce dynamique, je trouve. Après, ce qui est toujours compliqué par rapport à la maladie psychiatrique et aux troubles psychiques, c'est leur expression symptomatique. Bon, donc ça va, on peut dire, voilà, j'ai souffert de burn-out, de dépression, j'ai fait une tentative de suicide, j'ai souffert de troubles du comportement alimentaire, mais après, voilà, c'est des maladies dont on sait que, bon, je veux dire, les choses sont pas linéaires, quoi. On est rétabli, on est guéri, pas guéri, enfin bon, ça peut revenir, quoi. Et ce qui est compliqué, c'est l'expression symptomatique, qui peut devenir compliquée au sein d'une équipe, c'est l'expression symptomatique de ces maladies, quoi. Et c'est ça qui a à faire accepter. C'est là où on se dit, bon, ben voilà, si je suis soignant, enfin, bon, pour moi, c'est ce qui est arrivé. Je veux dire, il y a un moment donné, il y a une expression symptomatique qui a été beaucoup trop forte, qui fait que s'il n'y avait même plus besoin de dire ou de pas dire, quoi, tout le monde était mis devant le fait accompli. Et ça a remis ensuite en question le fait que je puisse revenir retravailler au sein de cette équipe, voire même revenir travailler et avoir, suite de mon parcours professionnel, comme infirmière en psychiatrie. Ça, je l'ai entendu, mais je ne sais pas combien de fois. Hein. Je veux dire, je disais tout à l'heure que vous me préparez l'émission, que ce soit de la part des médecins experts devant lesquels je suis passée, que ce soit par rapport à l'encadrement de mon hôpital, même par rapport aux personnes qui sont engagées dans les parcours de rétablissement, les psychiatres qui m'ont suivi à titre de patiente, je l'ai entendu de nombreuses fois, c'est-à-dire, ah mais non, mais peut-être que c'est plus la peine d'être infirmière en psychiatrie, vous pouvez faire autre chose. Je fais, ouais, sauf que c'est 20 ans de carrière derrière moi, quoi. C'est 20 ans de compétences. Donc, moi, je veux bien faire autre chose, mais demain, enfin, je veux dire, c'est compliqué, quoi, comme approche. Oui, puis il y a aussi vos goûts. Hein. Finalement, c'est pas parce que c'est pas parce qu'on a enfin, on va dire, c'est pas parce que voilà, on a un trouble psychiatrique ou qu'on a certaines choses qu'on va nous interdire de pouvoir faire quelque chose dans quoi on est compétent et dans quoi on peut encore servir finalement. C'est aussi la question de voilà, c'est un peu ça. C'est finalement en fait à partir du trouble qu'on a, et ben on a une réponse voilà qu'on peut dire entre guillemets toute faite qui est bah s'il y a ça, vous pouvez pas faire ça. Si vous avez ça, vous pouvez pas faire ça. C'est vrai que ça bloque hein, et on se sent aussi impuissant. Finalement, on n'a plus le pouvoir de sa compétence, on est privé de son expertise, ce pourquoi on a travaillé, ce pourquoi on est compétent, ce pourquoi on est reconnu. Et ouais, on se sent privé. C'est un peu ça. Alors qu'au final, la maladie, le trouble, n'efface pas les compétences, n'efface pas la carrière, le passé, l'expérience qu'on a acquis, et ça nous rend pas moins compétents. Je vais juste rebondir sur ce qui est dit un peu dans le chat, parce que ça parle pas mal depuis tout à l'heure. On a, pour revenir sur la question de se sentir un peu... on a la question de l'estime de soi, en fait, Mejo Simina qui nous dit qu'elle a assisté il y a 2 jours à une conférence sur les troubles psy et l'estime de soi. Je crois que c'était la journée de la schizophrénie qui organisait ça, j'avais vu l'événement passer. Et elle nous demande du coup si l'estime de soi a pu évoluer avec la maladie, notamment par rapport au travail. Donc je ne sais pas si parmi vous trois, il y a quelqu'un qui veut aborder cette question-là, de comment le trouble a pu faire évoluer l'estime de soi par rapport à tout ce qui est professionnel. J'ai pas eu. J'avais envie de parler d'un truc, je sais pas si ça va retomber sur ça. En fait, c'est moi, je me suis lancée dans mes études parce que je voulais faire médecine à la base. Et je m'étais dit que si j'allais avoir médecine, j'allais pouvoir soigner les gens et guérir les gens et que j'allais avoir une estime de moi, mais au plafond. Et donc, j'ai commencé comme ça. J'ai commencé en me disant, bah, si je guéris les autres, je vais pouvoir me guérir moi-même. Bon, au final, ça s'est pas du tout passé comme ça, hein, mais voilà, et ça revient un peu sur l'intention qu'on a sur la reprise du travail. C'est quelle intention on peut mettre dans la reprise du travail. Est-ce qu'on le fait vraiment pour nous
ou est-ce qu'on le fait dans un but de un peu de se cacher et de penser que les autres vont nous aider clairement à guérir et à se rétablir. Donc voilà, petit truc que je voulais ajouter. Elle est quand même très fluctuante de manière générale dans la vie. Je veux dire, il y a un tas d'événements qui fait qu'elle est plus ou moins attaquée. Après, mais moi je trouve que ça rejoint bien ce que tu dis, Philippine, parce que retourner au travail ou travailler quand on a un trouble psychique, je pense que ce qui est important, voilà, ça doit pas être une espèce de fuite de dire, bah oui, finalement, retravailler, ça va mettre ça de côté, les autres, enfin, d'être avec les autres, ça va m'aider, ou soigner les autres, ça va m'aider. Donc, pour le coup, il faut vraiment avoir retrouvé une estime de soi suffisante. Là encore une fois, comme je le dis, dans ses compétences. Hein, si on travaille, c'est qu'on a attendu sur des compétences pour pouvoir peut-être faire en sorte que cette expérience, cette reprise de travail puisse être positive et justement après aller dans le sens aussi de l'estime de soi, puisque si on est bien dans ce qu'on fait, si on est reconnu dans ce qu'on fait, forcément ça augmente notre estime de nous-mêmes. Et ça, ce qui est surtout pour moi très important, c'est de ne pas reprendre trop tôt, sachant que le bon moment elle n'est défini que par soi-même en fait. Donc effectivement, reprendre trop tôt, ça peut soit avoir un impact négatif sur notre parcours de rétablissement parce qu'on a repris alors qu'il y avait encore des choses qu'il fallait régler. Et notamment, je pense justement à toute cette question de la confiance en ses propres capacités, reprendre alors qu'on n'est pas encore certain de pouvoir le refaire. Je pense que ça peut être assez compliqué. Ouais, ça rajoute on se rajoute finalement une pression qui après, en plus, quand on la reprend, va faire qu'il y a aussi l'attente du service ou des collègues. Hein. Et finalement, c'est vrai que tout ça mis bout à bout, effectivement, c'est de nouveau une porte ouverte vers effectivement un autre burn-out ou un autre trouble anxieux ou peut-être une décompensation de certaines choses. Donc c'est vrai que c'est assez oui, c'est délicat et puis c'est vrai que ça demande beaucoup de temps et à nouveau on revient sur le travail personnel, le fait d'avoir de nouveau à refaire. Je pense que de toute façon à chaque rechute, c'est à chaque fois un réapprentissage sur soi-même, puisqu'à chaque fois c'est pas une rechute, c'est jamais la même, c'est toujours il se passe quelque chose, il y a eu un facteur déclencheur, après ça peut être un autre facteur déclencheur, après il peut y avoir un autre facteur qui a facilité le retour, mais finalement, ce facteur facilitant qui a permis le retour sera peut-être pas le même pour le prochain non plus. Et finalement, comme ça, c'est toujours c'est un apprentissage, en fait, finalement, cette expérience qu'il y a vis-à-vis du trouble. Et comme... je voulais dire, oui, comme je me définis pas par ma maladie, je n'ai pas non plus envie de me définir par mon travail. C'est certes, je suis étudiante en pharmacie, mais je ne vis pas pour mes études en pharmacie en fait. Et j'ai des qualités, des défauts, et j'ai des loisirs que j'essaye de pratiquer chaque jour comme je peux, hein, en fonction de mes études. Mais voilà, c'est juste pas tomber dans l'outrance et de baser son estime de soi-même que sur le travail en fait, parce que on est des personnes formidables aussi. Tout à fait. On a trop tendance à se définir par le boulot alors qu'on est tellement, tellement plus que ça au final. Les passions, les activités, les loisirs. Bon, les loisirs en ce moment c'est un peu compliqué de manière générale, c'est tout à domicile quoi, mais de manière générale, effectivement. Et les gens rebondissent pas mal sur la question de la différence selon les troubles au niveau de la stigmatisation dans le chat. Notamment parce que tout à l'heure on parlait de burn-out, les gens nous disent que c'est peut-être un peu moins tabou aussi que les autres. Alors peut-être que la période aussi fait qu'on sait que les soignants, les soignantes sont poussés à bout, quoi. Ça fait 1 an maintenant que ça dure. Parce que c'est valorisé en ce moment. Je pense que, entre guillemets, c'est valorisé en ce moment, le burn-out, parce que c'est comme s'ils avaient vraiment des vraies raisons de pouvoir tomber malade, et à la limite, ils sont indépendants finalement de leur propre, comment dire, la situation fait que ça ne renvoie pas à la propre fragilité de la personne. C'est comme si, à l'heure actuelle, tous les soignants pouvaient se revendiquer en burn-out sans que ça choque personne. Dans d'autres
situation, le burn-out n'est pas aussi bien vu que ça, quoi. Je veux dire, parce qu'elle ramène à la fragilité de la personne. C'est comme si aujourd'hui il y avait un contexte qui permettait de parler du burn-out, mais un contexte au-delà de la personne, en fait. Après, j'entends bien ce qui est dit dans la question. Le burn-out, c'est la fatigue, le machin, etc. Mais le burn-out, c'est aussi la dépression. Et je pense que les gens ont une fausse représentation aussi de ce que c'est la dépression et du ressenti des personnes qui traversent des phases dépressives, qui n'a rien à voir avec l'image d'Épinal qu'on peut en donner, et encore moins sur ça ira mieux demain si le jour se lève et puis si tu bouges un peu, etc. etc. Faut oublier quand même que le burn-out, la dépression, c'est ce qui conduit aussi souvent au suicide ou aux tentatives de suicide. Donc bon, je pense que s'il s'agissait juste de se bouger un peu ou d'avoir un peu de condescendance de son entourage, ça se saurait. Après, oui, il y a d'autres maladies. Je veux dire, bon, moi, je peux dire pour moi, je souffre d'un trouble bipolaire, donc c'est sur certaines périodes autrement plus stigmatisant. J'imagine que ce que certains peuvent se représenter d'autres maladies, mais je pense que c'est faussement imaginer les maladies que de dire celle-là, elle peut passer, celle-là, elle passe un peu moins. Évidemment, j'imagine qu'il y a aussi la représentation de ce que peut être la schizophrénie. Mais là encore, sur la question de la schizophrénie, les choses avancent. Déjà, je pense qu'elles avancent déjà du côté des soins et dans les outils qu'on est capable de mettre maintenant à disposition de nos patients qui souffrent de schizophrénie pour petit à petit avancer sur un chemin de rétablissement, ce qui est assez nouveau. Et c'est là, pour le coup, nous, soignants, qui devons donner les outils suffisants pour permettre ensuite peut-être d'envisager que des personnes qui le prennent, elles peuvent aussi travailler, faire partie de notre monde sans être vues comme forcément dangereuses ou, je veux dire, complètement parties dans les délires et les hallucinations. Oui, je pense que c'est peut-être la maladie qui souffre le plus des idées reçues, je pense, la schizophrénie. Enfin, en tout cas, c'est ce qui revient souvent quand on parle des tabous sur les... Enfin, pas les tabous, des préjugés sur les maladies psy. Et, la schizophrénie, ça va avec en plus la dangerosité, enfin, dans les représentations. Oui, bien sûr, oui. Alors que dans les faits, la dangerosité, elle est plus envers soi-même quand on souffre de cette maladie. Justement, je rebondis dessus, parce que les gens parlent pas mal de burn-out et cette question de la schizophrénie. Sur notre chaîne YouTube du Raptor Neuropsy, on a fait une vidéo sur le burn-out et une sur la schizophrénie. Et sur notre site internet aussi, raptorneuropsy.com, il y a les BD sur le sujet aussi qui sont sortis. Et, justement, sur le burn-out, il y a cette question du risque suicidaire, des affects dépressifs et puis... tout ce qui est sentiment de vide, dévalorisation, enfin, c'est beaucoup plus que juste une surcharge de travail, on est fatigué, et c'est vrai qu'il y a souvent cette image-là. Mais là, pour rebondir justement sur le burn-out, le TDAH est très, très associé au burn-out, parce que, contrairement à ce qu'on pourrait penser, alors effectivement, les TDAH ont du mal à se concentrer, du mal à s'organiser, mais justement, ils vont avoir tendance à multiplier les activités, à multiplier des tâches qui ne sont pas finies. En fait, à un moment donné, on se retrouvait devant ça m'arrive moi aussi, ça m'arrive assez fréquemment, parce qu'en fait, je vais faire plein de projets parce que ça m'intéresse, je vais les faire, je suis trop emballé, je les fais, puis au final, je me retrouve avec 5, 6, 7, 8, 9 projets et ça me tient à cœur, du coup, je veux les finir. Donc, après, ça déclenche de l'anxiété, ça déclenche des formes de TOC aussi, donc voilà, plein de choses sympas, et c'est vrai qu'à un moment donné, il y a ce truc où en fait, on se rend compte tout d'un coup qu'on fait tout automatiquement. On commence à se rendre compte que ça nous échappe un peu, que le sentiment de flottement comme ça, de vague. On sait plus trop ce qui se passe, il n'y a plus trop d'affect, tout se détache. Et en fait, on sent comme ça qu'en fait, vraiment ce côté où quand c'est difficile de se focaliser sur quelque chose, c'est difficile de mener à terme les choses, de s'organiser, finalement, ça génère un coût, mais tellement élevé que finalement, on ne sait plus par où commencer et on sent. Alors, je sais, j'ai jamais fait de burn-out. Je pense qu'à chaque fois, je m'en approche, mais je ne le déclenche pas. Alors, je sais pas, je sais même pas si j'arrive à me réfréner au moment où ça va arriver. Je sais pas comment. Je sais pas. En tout cas, je sens qu'il y a des moments effectivement où je peux avoir comme ça, d'un coup, une tristesse qui va passer, qui est vachement intense, alors que je suis en train de faire des projets qui me motivent vraiment de fou, et où c'est juste vraiment plus possible.
Et du coup, c'est cette idée vraiment de surcharge, cette idée ces difficultés finalement de focalisation et finalement les petits symptômes caractéristiques du TDAH qui finalement combinés ensemble forment un espèce de gros paquet un gros paquet qui après peut amener vers cette forme de d'autres pathologies. C'est des choses auxquelles il faut être aussi vachement sensibilisé. Puisque là, par exemple, à titre d'exemple, moi je ne le savais pas, hein, mais quand j'ai le diagnostic du TDAH qui a été posé, je savais pourquoi quand j'arrivais au boulot à 8h, j'étais cramé. En fait, je faisais 1 heure de route et je savais pas qu'en fait cette heure de route me fatiguait énormément. Ce qui fait que quand j'arrivais au boulot, j'étais plus du tout disponible pour quoi que ce soit. Je m'étais tellement concentré sur la route, à faire attention, alors que c'était la simple autoroute. Hein, le fait après d'être là, devoir rédiger des comptes rendus, participer à des réunions, réfléchir à des projets, c'était juste plus possible, en fait. Et d'ailleurs, du coup, pendant ma scolarité, moi, à la fac, j'ai développé plein de TOC, beaucoup de TOC sur les apprentissages des cours, puisque j'avais un trouble anxieux généralisé qui s'est vraiment développé au fur et à mesure, peur de l'échec. Je me disais, mais si j'arrive pas à faire psycho, mais qu'est-ce que je vais faire? Je veux pas faire de BTS, je veux pas faire ci, je veux pas faire ça, je veux faire psycho. Donc, je me forçais à faire des choses qui étaient contre ma santé. Hein. Et ce qui fait que voilà, à un moment donné, sur la fin du master, j'étais sur les rotules. Après, je voulais absolument faire une thèse, c'était le rêve de toute ma vie, de faire une thèse sur le TDAH dans un labo de recherche que j'adorais, avec des collègues que j'adorais. C'était pas possible. Première année, j'étais devant mes tableaux, je savais plus quoi faire. J'arrivais plus à lire des articles, j'arrivais plus rien à faire. Du coup, j'ai décidé d'arrêter. Alors, je ne regrette pas du tout. Ça m'a permis de faire plein d'autres choses avec Mathieu par rapport au projet Hector, de m'investir sur beaucoup d'autres choses. Mais je veux dire, voilà, finalement, ça freine. On voit que c'est quand même effectivement des choses qui freinent et qui finalement, c'est pareil, je ne suis pas pour les étiquetages ou pour mettre les gens dans des cases, mais si on ne sait pas ça, on se dit juste, en fait, je suis nul. Enfin, je n'ai pas été capable. Comment ça se fait, pourquoi je suis vraiment pas organisé, parce qu'en plus c'est ce que les gens nous ramènent, hein. C'est mais regarde, t'es pas organisé, mais pourquoi tu fais pas ça d'abord, et puis pourquoi tu fais pas ça, mais ça on l'a déjà vu, ça je te l'ai déjà dit, on te l'a déjà dit plusieurs fois, fais comme ci, fais comme ça, mais en fait ouais, mais on sait pas en fait pourquoi tout ça échappe. Et ce qui me fait penser qu'en tant que soignant, on a souvent les connaissances théoriques, mais je pense que le plus important, c'est les connaissances pratiques et les connaissances de soi, en fait. Parce que les symptômes, techniquement, enfin, je connais plein de symptômes, par exemple de la bipolarité, enfin, j'en souffre aussi. Je connais théoriquement ce que c'est, mais comment ça s'applique chez moi, ça, c'est d'autres choses. Et donc, je pense que c'est super important de développer la pérédance, certes, mais il y a aussi la psychoéducation, il y a plein de choses pour comprendre que les symptômes, ça peut devenir vraiment un panel de couleurs et pas seulement blanc, noir, et que c'est une nuance de gris, en fait. Je sais pas si vous m'avez suivi là c'est sur ça. le coup. Si. C'est ça la limite par exemple, le DSM, les diagnostics catégoriels, c'est vraiment une grosse limite. Parce qu'en fait, on est, par exemple, je pense, je sais que je suis souvent confronté à ça. Moi, quand je m'interroge sur le TSA, j'essaie vraiment les troubles du spectre autistique, j'essaie vraiment d'être le plus fin possible dans ce que le patient me rapporte. Et en fait, si on reste sur les lignes du DSM, les patients ils rapportent tellement de choses variées, de choses différentes. Et pourtant, quand on l'interroge, on voit que globalement, les choses sont là. Les choses sont là, mais si après ils vont voir un autre professionnel qui va être beaucoup plus axé sur uniquement ce qui est marqué dans des choses vraiment catégorielles, des choses typiques, on va dire non, c'est pas le cas. Et c'est là aussi où le fait effectivement de faire des clusters statistiques de symptômes, de fonctionnement, ça aussi c'est dangereux parce que ça prive les gens d'accès. Alors le diagnostic, c'est une chose. Ça, si par exemple il n'y a pas de diagnostic de posé, c'est pas grave. Mais ça prive les gens d'avoir accès à c'est quoi mon fonctionnement. Parce qu'en fait, ils vont aller chez des gens, on va leur dire non, vous n'êtes pas comme ça parce que vous remplissez pas la case A, vous remplissez pas la case B, mais vous remplissez la case C, mais c'est pas suffisant. Il faut remplir la case A, B, C.
Ouais, du coup, c'est super. Le patient, il va savoir qu'il rentre dans la case C de quelque chose, mais le reste ne colle pas. Donc, du coup, c'est continuer à faire avec vos symptômes, c'est pas grave. C'est l'errance Et c'est ça diagnostique. aussi. Ouais, C'est l'errance diagnostique, quoi. On passe ouais, de c'est diagnostic en ça. diagnostic parce que bah, ça remplit pas tel et tel critère. Ça peut des fois durer des années comme ça. Et je voulais rebondir sur ce que disait Philippine sur la question de final. On n'a pas encore trop dit ça comme ça, mais il y a autant de maladies qu'il y a de personnes qui en souffrent, en fait, finalement. Je pensais à ça déjà tout à l'heure quand tu disais, Mathieu, que bah, quand on fait une décompensation, enfin, il y a une survenue de symptômes, ça va pas forcément être la même raison, les mêmes symptômes. Mm. Donc voilà, il y a autant de maladies qu'il y a de gens. Par exemple, dans mon cas à moi, et c'est peut-être pour ça aussi que ça s'est pas forcément remarqué, mais donc moi, pour le coup, ça fait plusieurs années que je souffre d'une dépression, dont je suis plus ou moins en train de bien sortir. Il y a un des symptômes qu'on retrouve beaucoup qui est ben, le fait de perdre du plaisir dans les activités, donc de plus arriver à se motiver des fois à faire les trucs. Ben, ça, moi, je l'avais pas, par exemple. J'avais beaucoup d'autres choses, mais je faisais toujours plein de projets, plein de trucs. Je sortais quand on pouvait encore sortir, bien sûr. Enfin, voilà, du coup, il y a autant de maladies qu'il y a de personnes, et du coup, aller juste chercher à remplir des cases ne permet pas, selon moi, de bien cerner toutes les difficultés. Alors, je vais regarder un peu ce qui se dit dans le chat. Du Mhm. coup, ouais, bah, il y a quelqu'un qui rebondissait sur ce que tu disais, Mathieu, avec la question de. Bah, du coup, il y a aussi les stratégies de compensation. Quand on a un TDAH, du coup, il faut arriver à faire un peu autrement, à contourner pour réussir à être efficace, on va dire, entre guillemets. C'est ça qui fait que justement, par exemple, certains adultes qui sont diagnostiqués tardivement et qui parfois déclenchent un burn-out, hein, Mm. parce qu'ils ne savaient pas, hein, ils tirent sur la corde sans s'en rendre compte. Enfin, là, je pense que par exemple, moi, je pense que j'aurais été, enfin, ouais, si j'avais pas eu ces informations-là et que je continue à me lancer sur plein de projets parce que je me dis, ah ouais, mais là, c'est trop bien, je suis à fond dessus, c'est bon. Enfin, je pense qu'à un moment donné, ouais, ça aurait lâché. Enfin, j'aurais pu être en mesure et je pense que j'en aurais refait et refait et refait parce que au moment où ça irait mieux, je me serais dit, bon, bah, allez, hop, c'est reparti, ça va mieux. Et en fait, c'est ça aussi le piège. Et effectivement, les adultes en général que je peux rencontrer, c'est effectivement ça. C'est des adultes qui vont dire, mais en fait, non, j'ai pas de TDAH, moi. Je me suis créé un logiciel qui me fait un rappel toutes les 5 minutes de fais ci, fais ça, ou alors j'ai un agenda. Et en fait, quand on regarde le patient en question, l'adulte qui n'a pas de TDAH, qui va avoir un téléphone rempli de rappels, toutes les 15 minutes, il va rappeler ça, rappelle ça, rappelle ci, rappelle ça. Et il aura comme ça déclenché plein. Alors c'est super, c'est bien, ça lui permet de. C'est effectivement des choses à valoriser, c'est des choses qu'il a mis en place et qui sont super. Mais finalement, c'est aussi ça montre aussi qu'il y a un coût derrière tout ça. Il faut aussi qu'il pense à chaque fois à placer ses rappels. Et c'est à un moment donné, effectivement, si à un moment donné, ces stratégies ne sont plus efficaces, il risque d'arriver au burn-out. Et en fait, au moment où il aura ce burn-out, il sera plus en mesure de mettre en place ces stratégies. Donc, c'est-à-dire tous ces rappels qui vont le guider, ce sera quasiment plus possible. Et là, il risque d'y avoir effectivement la cascade de décompensation. Et donc là, avec effectivement toutes les questions qui se posent derrière, hein, l'estime personnelle, la dépression. D'où l'importance. Pardon, je crois que j'allais éternuer. D'où l'importance, je pense, on parlait de la question du diagnostic. Le diagnostic, ça fait pas tout, mais ça permet quand même de poser quelque chose à un moment donné, qui permet, dans le panel de tous les symptômes qui existent, de savoir dans lesquels nous, petit à petit, on arrive à se reconnaître et de mettre en place les stratégies, soit de compensation, soit de stop and go quand, parfois, là, il faut peut-être faire attention, soit de faire attention et repérer les facteurs déclencheurs. Enfin, moi, quand on m'a posé le diagnostic, il a fallu qu'on me le pose parce que j'étais incapable de me le dire moi-même, alors que c'était évident, quoi. Mais à partir du moment où on me l'a posé, j'ai pu entamer tout un travail. Et alors là, j'ai complètement laissé de côté la théorie que je pouvais avoir et à laquelle j'avais accès. Et j'ai eu vraiment beaucoup de chance d'avoir accès à des programmes de psychoéducation, réhabilitation, la participation de pères aidants.
mais où je me suis vue, mais trouver ça génial d'imaginer que faire un pilier, ça me permettrait finalement de prendre mon traitement, quoi. Mais c'est idiot de voir les choses comme ça, mais il faut vraiment, à un moment donné, que les choses soient posées, qu'il faut qu'on se reconnaisse aussi dans tout ce qui peut être dit, qu'on se reconnaisse aussi en discutant avec d'autres personnes qui souffrent de la même chose. Ça, dans le programme que j'ai eu, c'était quand même hyper essentiel et super important, et qu'on fasse abstraction de toute la théorie et de tout ce qu'on connaît, quoi. Par exemple, même sur l'estime de soi, il y a des tonnes d'exercices qui existent. Tant que vous les avez pas fait, que vous les avez pas éprouvés, il peut y avoir ce regard de dire ah ouais mais ça sert à rien et les exercices, alors que ça apporte vraiment quelque chose. Je veux dire, quand on est traversé par ce symptôme ou quand on est traversé par certains états, je veux dire, c'est des choses qui portent. Mais ça, on peut pas le savoir tout seul. Je veux dire, même si on le sait théoriquement, même si on a les outils théoriques, et à la limite, on a de la chance si on est professionnel de la psychiatrie de ce côté-là, mais ça sert à rien par rapport au propre vécu de son expérience. Enfin, je ne sais pas si tu en penses, tu es Mathieu et Philippe, mais ça m'a marqué ça, moi, dans mon parcours. Moi, Ouais, bien sûr. Vas-y. Vas-y, désolé. Non, moi, je voulais juste rebondir. J'ai perdu ma question maintenant. Ah oui, sur la question des outils, en fait, ça m'a fait penser. Où j'entends souvent, ou même moi-même, je me suis dit, ah bah, tout ce qui est méditation, relaxation, ça marche pas, j'y arrive pas. Au final, je le fais et je dors beaucoup mieux depuis que je le fais. Donc, bon, comme quoi, on a du mal des fois à se Ah dire. ben là, la méditation, c'est comme toi, là maintenant, là maintenant, en fait, je me rends de plus en plus compte. C'est en fait ce moment où, je sais pas pourquoi, ça fait un mois que j'ai arrêté, 1 ou 2 mois. Et en fait, c'est là où je me suis rendu compte à un moment donné, je sais plus, ça devait être cette semaine, je sais plus exactement quel jour, et je me suis dit, ouais, là, j'en peux plus. Et je me suis dit, mais en fait, c'est bien, je l'ai repéré, je me le suis dit, en plus, je me suis dit, j'en peux plus. Et je me suis dit, mais en fait, c'est exactement là où il faut que je l'arrête, enfin, qu'il faut que je lâche, et qu'il faut que je me dise, là, c'est le bon moment pour prendre du temps pour moi, pour reprendre la méditation. Et donc, du coup, bah, effectivement, c'est un truc que j'ai. Alors, c'est tout bête, ça rend pas énorme, mais en fait, j'ai fait une formation de méditation auprès de Mindful France, avec le docteur Bourgognon, et j'ai adoré sa formation parce que, en fait, il nous déstigmatise en nous disant, mais en fait, c'est pas grave, si vous méditez 5 minutes, c'est génial. Si vous méditez 1 minute, c'est génial. Si vous méditez 30 secondes, c'est génial. Le tout, en fait, c'est d'avoir trouvé le moment, les quelques minutes, d'avoir pris le temps pour soi et de se l'être mis en place parce qu'il le faut. Et donc, du coup, le fait d'avoir vu les choses comme ça, je vois ça comme étant quelque chose de plus libre. Et maintenant, je m'impose, entre guillemets, 15 minutes de méditation par jour en semaine, entre midi et 2. Maintenant, je me l'impose même le soir avant de rentrer chez moi. Et en fait, ça me fait un peu mes portes d'entrée et de sortie des moments de la journée pour effectivement recentrer un peu le tout, refaire le point sur qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce qui se passe. Voilà, c'est un peu c'est vraiment le moment ressource. Et effectivement, je suis d'accord avec toi, Mathieu. Hein, c'est finalement le fait de reprendre du temps pour soi. On est beaucoup plus disponible après pour redonner ce temps aux autres, donc redonner aux patients, aux collègues, et ça se ressent vraiment. Alors j'ai ma psychiatre qui avait fait une analogie un peu que je trouve vraiment, qui correspond vraiment mieux à la situation. Parce qu'en fait, moi, je continuais à travailler au début, tout en commençant mon suivi thérapeutique. Et du coup, elle me disait, c'est comme quand on est dans l'avion. Je ne sais pas si tout le monde ici a pris l'avion. Il y a les consignes de sécurité qui nous disent que s'il y a les masques qui tombent pour l'oxygène, il faut d'abord se le mettre à soi avant de se le mettre aux autres, par exemple à son enfant, à son voisin, etc. Parce qu'en fait, si nous-mêmes, on ne se protège pas, on va pas arriver à protéger l'autre personne et finalement, on va pas pouvoir bien faire. C'est comme quand on est psy, si on prend pas du temps aussi pour apprendre à connaître ses limites, du temps pour soi, du temps pour se reposer, on va pas pouvoir correctement accompagner les personnes finalement. Donc effectivement, après, il y en a qui vont utiliser la méditation. Souvent, j'entends aussi des personnes qui parlent de sport. Le sport hein, est quand même assez connu pour être quelque chose qui défoule. Enfin, c'est la santé psychique, la santé mentale passe beaucoup
enfin, par l'exercice physique aussi. Donc voilà, je voulais rebondir là-dessus du coup, et puis je regarde un peu ce qui se passe dans le chat. Alors il y a des ressources qui sont partagées, notamment sur la dépression, sur le TSA, dans le chat. Donc je me débrouillerai pour les repartager. Il y avait une question pour Cécile. Alors que je la lise. Donc c'est Mamika64 qui nous dit, donc considérant vos compétences d'infirmière uniquement, est-ce que estimer que votre savoir expérientiel n'est pas un plus veut dire que vous menez vos entretiens de la même manière qu'avant? J'ai pas entendu la fin. Ouais. Alors c'est en gros, est-ce que en considérant vos compétences, enfin uniquement vos compétences d'infirmière, est-ce que du coup, estimer que le savoir expérientiel n'est pas un plus veut dire que vous menez vos entretiens de la même manière qu'avant? C'est ça. Non, c'est sûr. Enfin, oui, non, c'est certain. Je veux dire, il y a des choses auxquelles je suis plus sensible dans ce qui peut m'être dit, dans la façon de mener les entretiens, sur certains aspects, de choses que je peux aller rechercher, parce que du fait de mon expérience. Oui, je veux dire, bien sûr. Mais, je veux dire, le savoir expérientiel a aussi une plus-value dans la façon d'entendre aussi ce que peuvent dire les patients. Mais globalement, je pense que la plus belle expérience que ça m'a amené, c'est de toujours partir. Il y a des grands mots qui disent il faut toujours partir de ce que dit le patient. Dans la réalité, c'est rarement fait. Quoi. Je veux dire, face à un patient qui dit quelque chose, on va souvent mettre son veto. Ah ben non, ça va pas se passer comme ça, ou c'est pas vous qui décidez. Enfin, je suis à peine caricaturale, on ne va pas rentrer dans les conditions du soin en psychiatrie, mais enfin, il y a quand même beaucoup de choses qui sont compliquées. Et maintenant, c'est essayer vraiment de comprendre la logique du patient dans ce qu'il amène, quoi. Et d'être vraiment sensible à ça. Et ça, je pense que c'est par rapport à mon vécu d'expérience. Et notamment, enfin, je fais une digression. Moi, ce que j'ai fait de terrible, mais en même temps, j'en suis vraiment très heureuse, mais c'est pas facile à faire, donc je conseille pas à tous les gens qui souffrent de troubles du style de le faire. C'est que j'ai demandé tous mes dossiers médicaux et tous mes dossiers de soins de toutes mes hospitalisations. Et j'ai été effarée de voir à quel point j'étais à 10 000 kilomètres de leurs observations dans le vécu, notamment au quotidien, des hospitalisations, etc. Je me suis dit, mais c'est juste hallucinant, quoi. Je veux dire, à quel point on est dans deux mondes complètement différents. Et genre me disant, mais comment ils peuvent écrire ça à ce moment-là où il s'est passé ça, enfin. Et alors, le pire, généralement, c'est calme. Et ça, j'ai appris aussi, et du coup, ça fait passer mon savoir expérientiel d'une certaine façon. C'est qu'un patient calme dort bien, généralement, il vaut mieux être plus attentif qu'un patient qui ne dormirait pas et qui serait plus agité. Voilà, il y a plein de choses auxquelles je suis un peu plus attentive du fait de mon savoir expérientiel, ça c'est sûr. Et une autre chose dont on ne parle pas beaucoup, alors là on a deux psychologues avec nous, peut-être qu'ils y sont beaucoup plus sensibles, mais c'est aussi la question du trauma et de l'hospitalisation et la question du trauma, de l'émergence de la symptomatologie, parfois violente, que ce soit le passage à l'acte, que ce soit les épisodes de déréalisation, que ce soit les expériences d'épisodes psychotiques, enfin voilà. Et je pense qu'en tant que soignant, on met beaucoup de côté la question du trauma, ça. Et je suis beaucoup plus sensible à ça maintenant dans les entretiens que je peux avoir avec mes patients. Voilà. Ok, effectivement, enfin, moi, c'est quand même quelque chose que j'entends de plus en plus, heureusement, hein, cette question de l'accueil, du vécu des premiers symptômes. Notamment parce que du coup, là où je travaille, pas très loin, il y a un centre qui prend en charge, enfin qui accompagne précocement en fait les troubles psychotiques. Et du coup, les personnes ont un accès aux soins précoces avant les moments vraiment très traumatisants des gros épisodes psychotiques. Le trauma, je trouve que c'est une question très complexe. Moi, j'y ai pas été forcément formé de manière générale. Par contre, je vais essayer effectivement d'être toujours à l'écoute aussi, mais ça, je sais pas si c'est forcément lié Vous à... avez un ouvrage vachement intéressant qui s'appelle
Demain j'étais folle. Ah oui, Euh, j'en ai entendu parler. Ouais. c'est un ouvrage alors c'est une personne qui souffre qui a souffert d'une schizophrénie et qui raconte en fait toute la phase prodromale, donc toute la phase avant l'apparition des symptômes, où elle décrit extrêmement bien qu'elle vit des choses qu'elle ne comprend pas. Qu'elle va voir des gens, qu'elle ne peut pas expliquer son mal-être. En fait, elle vit les choses, mais il n'y a pas de mots possible parce que ce qu'elle vit, ça n'a jamais été vécu, ça n'a pas de sens, ça sort de nulle part. Et en fait, personne, et du coup, alors, personne n'entendait cette souffrance. Et à un moment donné, dans le livre, elle décrit bien, il y a cette image de la forêt où d'abord il y a un animal qui vient la chercher, un ours, etc. Et en fait, à un moment donné, elle a beaucoup demandé à l'aide, personne n'a pu l'entendre et la forêt l'a avalée. Et en fait, elle se retrouve hospitalisée. Elle se retrouve hospitalisée du coup dans le service, alors tel que toi tu peux les rencontrer, Mathieu, quand la maladie a été déclenchée, quoi. Mais du coup, voilà, on voit bien qu'il y a toute cette phase d'angoisse, en fait. Hein. Il y a ces choses incompréhensibles. Et effectivement, dans les phases vraiment précoces de ces pathologies, et du coup, en fait, c'est le docteur Bourguignon en avait un petit peu parlé parce qu'il intervient aussi dans le cadre de cette unité, il me semble. Et justement, en fait, ce qu'on sait, c'est que les personnes qui sont justement fragiles à ce niveau-là, c'est les angoisses en fait qui vont venir être les éléments déclencheurs de ces troubles. Donc en fait, c'est vraiment essayer d'accompagner les patients dans ce vécu-là pour finalement qu'il n'y ait pas ce pas qui soit franchi pour passer de l'autre côté. Alors c'est vrai que c'est des populations qui sont très sensibles et qui demandent vraiment des accompagnements vraiment spécialisés, vraiment très adaptés. Mais c'est vrai que le fait de ne pas avoir à déclencher ces épisodes-là, c'est aussi un gros plus, puisque ce qu'on sait aussi, c'est que finalement, les phases prodromales, d'accord, il y a des choses qui sont atypiques, mais en fait, quand on rentre dans la pathologie, il y a quand même des modifications au niveau cérébral qui sont présentes et qui, pour le coup, là, sont irréversibles. Alors que dans la phase plutôt prodromale, alors il se passe des choses, mais on voit qu'il y a quand même des choses où on peut agir en amont pour éviter qu'il y ait justement ces complications en fait. Donc c'est vachement chouette qu'il y ait justement ces intérêts-là qui soient portés sur ces phases-là. Alors là, c'est pour les troubles psychotiques. Je pense qu'il y a, par exemple, dans le cadre du trouble de l'attention, c'est la même chose. Hein, pour le TDAH, ce qui est important. Et on en discute souvent avec la présidente de l'association de typiques atypiques, c'est l'association de parents en Alsace qui accompagne les familles, qui propose un espace de parole pour tous ces enfants et les familles qui sont atypiques. Ce qui est repéré, c'est finalement les enfants TDAH au départ, ils ont un trouble de l'attention, ok, mais en fait ils sont dans cette expérience des troubles de l'attention. Pour eux, leur fonctionnement, comme ils vivent les choses, c'est sous le prisme de l'hyperactivité et de l'inattention. Et en fait après, c'est l'environnement derrière qui va tout le temps amener des choses du type t'as pas été attentif, t'as pas été organisé, regarde ton comportement, c'est pas adapté. Et finalement, tout ça, ça vient apporter une forme d'expérience du fonctionnement où l'enfant, il va être là en mode ah ouais, mais en fait, je suis nul, je suis pas un bon enfant, etc. Et après, justement, en fonction des contextes, comme tout ça, ça favorise aussi l'apparition de tout ce qui est la phobie scolaire, le fait que l'enfant ait aussi comme ça des renforcements dans certains de ses comportements. Et du coup, là aussi, finalement, c'est pas la même chose que tout ce qui est prodrome plutôt d'ordre psychotique, mais on est quand même finalement dans l'accompagnement de l'enfant dans son fonctionnement et la sensibilisation de l'environnement dans ce fonctionnement pour éviter justement le développement ultérieur de troubles psychiatriques, parce qu'on sait que les jeunes enfants TDAH ont beaucoup plus de risques de développer des troubles dépressifs, des troubles anxieux, des phobies, parce que justement l'environnement, que ce soit scolaire, familial, social, par manque d'informations sur ce fonctionnement-là, peuvent avoir certaines réactions qui vont faire émerger des choses de cet ordre-là. D'où l'importance du coup d'avoir un accompagnement aussi précoce. Mais de toute façon, c'est pareil pour tout ce qui est pathologie somatique. Au final, les pathologies psychiques, plus on prend en charge tôt, moins il y aura de symptômes qui vont pouvoir émerger. Et aussi, il y a aussi beaucoup la question du fait de, comment dire,
du maintien en fait dans la vie sociale, professionnelle, les études, parce que notamment, je prends 2 minutes par rapport à la question des troubles psychotiques. Ils apparaissent, enfin, la schizophrénie apparaît entre 18 et 25 ans chez les hommes et un peu plus tardivement chez les femmes en moyenne. Mais la phase prodromale débute des années avant et du coup, en pleine adolescence, avec déjà tout le bordel que c'est. Enfin, voilà, on connaît tous, on est tous passés par là. Donc effectivement, voilà, l'angoisse que ça peut générer, etc. Enfin, plus on prend en charge tôt avec des professionnels qui sont sensibilisés à ça, dans des centres sensibilisés à ça, qui ouvrent de plus en plus en France, hein, plus on va éviter cette émergence traumatique en fait de la maladie. C'est vrai que c'est quelque chose qui peut être très violent quand j'ai des patients qui ont le diagnostic, qui sont suivis depuis 20 ou 30 ans. Évidemment, c'est pas la même que les personnes plus jeunes aujourd'hui qui ont accès à d'autres types de ressources aussi. Donc je ne sais pas quand a été écrit ce livre dont tu parlais, là, Demain j'étais folle. D'ailleurs, la ressource a été partagée. Mais c'est peut-être à un moment où ça n'existait pas encore. Donc heureusement, il y a de plus en plus Ouais. de choses comme ça qui fleurissent. Et de toute façon, je pense que la question aussi principale, c'est de savoir, comme ce que vous disiez Cécile, quoi, partir de ce que dit le patient, de son vécu, de ce qu'il va nous rapporter. Moi, je pense surtout que des fois, la psychiatrie, alors c'est de moins en moins le cas, ça peut être très paternaliste. Enfin, je pense que voilà, on a tous entendu déjà ce truc-là de, voilà, c'est l'équipe, le psychiatre qui va dire, bah non, ça c'est pas possible, oui, ça c'est possible. Alors que Mm. dans l'équipe dans laquelle je travaille, et je pense et espère que ça évolue comme ça en psychiatrie, c'est plus ok, bah vous voulez faire quoi? Et puis hop, on essaye d'accompagner sur le projet de vie, je sais pas, passer le permis ou telle étude, reprendre le boulot, reprendre une vie sociale, affective, etc. C'est vraiment la personne qui va décider. Et quand on peut se saisir de ça, je pense aussi qu'on peut accompagner cet aspect traumatisant, cet aspect En plus, angoissant, etc., quoi. bah c'est ça. En plus, ce qui est bien, et ça, c'est ce que j'essaie aussi c'est ce qu'on essaie de mettre en place dans notre activité à nous. Hein. Mhm. C'est finalement partir d'un moteur de motivation, en fait. Et finalement, c'est vrai que là, comme tu le dis, si on place au centre vraiment le patient et on prend en compte son expérience, c'est son vécu, son ressenti et tout, et qu'en plus on part de ses objectifs, bah, il y a cet aspect motivation où finalement il va s'engager dedans puisque c'est quelque chose c'est son moteur, c'est quelque chose dans lequel il a envie de s'investir, c'est quelque chose et finalement là on est complètement dans ce qu'il y a à faire. En fait, c'est pas à nous. Enfin, moi j'aime pas. Enfin voilà, moi quand je reçois quelqu'un, je vais pas être là. Ah ouais, alors vous, l'objectif qu'on va faire, c'est ça, c'est ça. Voilà, c'est non. Et de toute façon, on le voit bien, puisque, par exemple, même, admettons, si on prépare une séance et on a décidé aujourd'hui qu'on va faire ça, en général, même ça ne marche pas non plus. Quand nous, on amène la chose et qu'on impose le truc, finalement, c'est pas du tout, c'est pas du tout efficace. Non, c'est ça, c'est moi, par exemple, je vois là encore une personne que je suis là depuis quelques temps en début de séance. C'est bah ok, on a fait ça la dernière fois, comment ça s'est passé, et là aujourd'hui du coup on travaille sur quoi, qu'est-ce que vous voulez faire? Et rien que ça, rien que ça, ça permet enfin, d'écouter différemment la personne et de sortir de cette attitude paternaliste, effectivement. Alors, je regarde si on a de Et puis nouvelles. même, en vrai, Ouais. il faut aussi partir du fait que le fait qu'on sait tout, c'est un mythe, on ne sait pas tout. Enfin, et ça pour moi aussi, en tant que soignant, il faut aussi qu'on ait la reconnaissance de ses propres limites aussi. Mhm. On ne peut pas tout savoir, c'est pas possible, on n'a pas. C'est pour ça qu'en fait, ce qui marche pour, moi je parle pour le TDAH, mais ce qui va marcher pour certains enfants ne va pas marcher avec d'autres. Il y a des choses que vont mettre en place des familles qui va très bien marcher. Tant mieux. En fait, l'idée, c'est toujours ça, c'est de trouver quelle est la méthode, quel est le moyen qui correspond au système familial ou au système de l'individu et qui peut vraiment l'aider. En fait, c'est simplement ça. Il n'y a pas de code, il n'y a pas de cheat code comme dans GTA. C'est pas comme ça. Effectivement. Oui, il faut s'adapter à la personne qu'on a en face de nous, ça c'est indéniable.
On a Perspicace 3 qui nous dit que ben, il faudrait absolument développer et diffuser tout ce qui est de l'ordre de la réhabilitation psychosociale. Donc, réinsertion, remédiation cognitive. Oui, Vraiment. C'est vraiment grâce à la réhabilitation psychosociale. C'est pas ni les psychiatres, ni quoi que ce soit, ni même moi. Hein, c'est vraiment la réhabilitation quoi, qui m'a redonné la question de la confiance, les signes de soi, les moyens, la compréhension claire et précise des symptômes, de mes points de vigilance, les trucs d'alerte, la routine à mettre en place, etc., etc. Enfin, je veux dire, c'est même technique, quoi, la réhabilitation psychosociale, quoi. Mais il y a que comme ça, j'ai envie de dire qu'on peut s'en sortir et puis après retourner éventuellement sur une vie sociale. D'où l'importance aussi de tout ce qui est groupe. Finalement, même nous, avec nous en termes d'activité, on fait beaucoup du coup avec les enfants, avec les ados. Puis finalement, c'est des groupes vraiment d'échange où on est dans une forme d'apprentissage, dans une forme d'expérience en fait, d'émulation de groupe. C'est vraiment là où on voit le plus de choses et où finalement les choses peuvent vraiment ressortir, où il y a des interactions, où il y a vraiment quelque chose qui se passe en fait. Et c'est vraiment ça, c'est l'expérience qu'il faut. Et oui, entre pairs et entre personnes concernées, je pense que ça apporte beaucoup parce qu'on partage notre expérience et c'est vecteur d'espoir aussi. On se dit, bah, si l'autre a réussi ça, moi aussi je peux réussir. Donc c'est vraiment super porteur et moi je l'ai vu l'année dernière quand j'ai passé mon DU de père aidant, ça m'a vraiment beaucoup porté de pouvoir échanger avec les autres et de pouvoir parler et de voir le rétablissement et des autres aussi. Alors moi je suis désolée, je ne sais pas s'il y a encore des questions, mais je vais devoir vous quitter. Merci pour tout ce temps. Ouais, merci beaucoup. Déjà, ça fait 1h30 qu'on parle. Ouais, ça fait un peu, mais c'est super intéressant, quoi. Bah, j'espère qu'on aura l'occasion de faire d'autres projets ensemble. Je pense que c'est bien parti. On a l'air tous très motivés, en tout cas. C'est ça, carrément. Non, mais c'est chouette de pouvoir militer pour ces choses-là, de pouvoir aussi montrer que même en tant que soignant, on a ces questions-là, on a cette réflexion, et que finalement, voilà, on est tous égaux, quoi. Tout à fait. On est des êtres humains avant tout. Non, mais moi, je trouve ça super. D'ailleurs, j'avais dans un petit coin de ma tête, je ne l'ai toujours pas fait, mais je pensais que ça pouvait être intéressant qu'il y ait plus de visibilité, peut-être de monter, je sais pas, je dis association, mais je ne sais pas la forme que ça pourrait avoir sur troubles psy et soignants, en incluant et les étudiants évidemment, et les médiateurs de santé père, parce que je pense qu'il y a quelque chose à dire. Et en plus, c'est un vrai problème de santé publique. Je veux dire, de plus en plus, on nous en parle. Je veux dire, il y a encore des internes qui sont suicidés récemment. C'est vraiment quelque chose dont on parle de plus en plus. Et avec le coronavirus, le burn-out, etc. Enfin, c'est une réalité. C'est vrai que, bien sûr, mais c'est vrai qu'en plus, rien que dans les formations étudiantes, universitaires ou autres, on apprend à soigner les autres. Mais en fait, on ne nous apprend pas et on ne nous dit pas, attention, il faut quand même que vous... Enfin, on peut nous le dire vite fait, comme ça, empêchez le transfert ou faites pas de transfert ou faites attention, voilà. Mais on nous avertit pas quand même sur le fait que voilà, nous aussi, on peut à un moment donné tomber, on peut nous aussi à un moment donné faire une erreur, que c'est pas grave, que ça remet pas en cause l'expertise professionnelle, mais que c'est simplement, voilà, c'est une expérience qui se passe. Il y a du bon à retenir, il y aura aussi du mauvais, comme dans toute expérience, et que finalement, ça fait partie aussi, en quelque sorte, du processus d'apprentissage. Mais moi, voilà, sensibiliser les gens au fait que voilà, on n'est pas cette posture de... Parce qu'en fait, tout étudiant, toute personne qui va sortir de son diplôme dans le domaine de la santé va se dire...
Et je sais, moi je l'ai aussi, on sort du diplôme, c'est ouah, trop bien, je vais sauver des gens, je vais les aider, je vais les guérir, ça va être trop bien. Et en fait, déjà, on n'a même pas encore eu notre premier poste, on se met déjà la pression tout seul, en mode ça y est, je suis le nouveau libérateur, je veux. Et en fait, non, c'est pas bon. Et déjà là, on part déjà sur de mauvaises bases. Moi, je vois surtout l'effet inverse, en fait, le syndrome de l'imposteur. Mhm. Oulala, je sors des études, mais je suis pas du tout prêt à être psy, ou autre d'ailleurs, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui, en ce moment, enfin ces dernières années, genre, je vois beaucoup émerger ce truc-là aussi. Je regardais un Moi, peu j'ai eu ce syndrome de l'imposteur, mais c'était au départ en sortant en me disant Ouais. j'ai trop envie de mettre mes compétences, d'aider. Et c'est vrai qu'après, quand on se confronte à ces premiers entre guillemets échecs, où on se rend compte qu'un patient n'a pas adhéré ou qu'un patient a dit bah non, c'est nul ce que vous me proposez. Au fur et à mesure, on se dit ah ouais, mais en fait, j'ai pas du tout ma place là. Mhm. Et en fait, là aussi, on tombe très vite, ou alors, enfin voilà, c'est quand même quelque chose de en fait, on est dans une posture, en fait, ouais, on est dans l'ambivalence perpétuellement, en fait. C'est ça qui est délicat, quoi. En tout cas, je suis contente d'avoir participé au live, d'avoir pu échanger avec vous. C'est un plaisir partagé. Sur d'autres collaborations. Merci beaucoup de m'avoir accueilli. Et merci. puis, à bientôt. Ah bah ça marche, à bientôt. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Moi, je regardais de mon côté dans le chat, on a Petite Lee qui nous demandait ce que donnaient les résultats de l'enquête. Je pense que je ferai un topo dessus, Ouais. une analyse un peu de tout ça, comme j'avais fait l'été dernier sur la santé mentale et confinement après notre enquête sur le sujet. Et il y a aussi Mamika64 qui dit vraiment pertinente vos approches, les Mathieu. On est dans le même. Pratique d'avoir le même Les prénom. Matthews. En tout cas, le chat parle beaucoup, il y a beaucoup de ressources qui sont échangées. C'est vraiment merci à tout le monde hein, pour votre participation. Au revoir Viviboost72 qui dit qu'il est obligé de nous quitter. En tout cas, il y aura un replay qui sera disponible. Je ne sais pas si vous aviez d'autres choses à aborder ou si vous voulez en terminer là pour cette expérience de live là. Moi, j'ai fait le tour un peu, je pense, de ce que j'avais à dire, mais libre à vous. J'ai fait le tour aussi, je crois. Ouais, je fais le tour aussi. Eh ben, parfait. Eh ben, merci Philippine pour ta réactivité, ta motivation pour cette participation. Merci Mathieu de nous avoir rejoints, toi qui étais si motivé comme moi à faire ce live aussi. Merci à toutes les personnes qui nous ont suivis. Il y aura un replay jeudi prochain sur notre chaîne YouTube à 18h. Hein, c'est jour et heure de sortie des vidéos hebdomadaires. Comme ça me fait un peu moins de travail pour la vidéo à sortir. Il faut y penser. Il faut penser à soi et à ses limites. On est pile dedans. C'est beaucoup de boulot. C'est ça. Merci pour toute cette participation dans le chat aussi. Vous avez été une vingtaine constamment à nous suivre, plein à poser de questions, plein à réagir. C'est super, c'est une très belle expérience. On renouvellera ça sur d'autres thèmes très rapidement. Et puis on bossera sur d'autres projets ensemble, je pense, vu qu'on a l'air d'être tous très partants. Donc voilà. Merci de m'avoir accueilli. Merci à vous pour tout le taf que vous faites avec la chaîne. Et prenez soin de vous. Et vous prenez soin de vous le chat aussi. Prenez soin de vous tout le monde. On va terminer sur cette belle parole. C'est ça. À une prochaine. À une prochaine. Au revoir. Au revoir. Au revoir.